Bonjour à tous et bienvenue. Décidément, l'actualité ne désemplit pas, puisque ce mercredi, l'Olympique Lyonnais connaîtra son sort en appel auprès de la DNCG fédérale. Et cette vidéo, vous pouvez la regarder même après cet appel, parce qu'elle va être globale autour de l'avenir de l'Olympique Lyonnais, à la fois économique et sportif. On ne va pas rappeler les carabistouilles textoriennes entre Botafogo, l'OL, cette vache à lait qu'on a expliqué depuis des mois et des mois, on avait alerté depuis très longtemps, même avant le rachat, rappelez-vous. Parce que c'est quand même marrant aujourd'hui, mais j'ai l'impression que tout sort, alors pas forcément avec les chiffres exacts, notamment les joueurs sous contrat et tout, mais bon, c'est que reste quand même très important de montrer l'énorme souci et de se poser aussi une question, est-ce que ça ne mériterait pas certaines suites? Mais ça, on verra ce qu'en disent les autres actionnaires d'Eagle, voire l'Olympique Lyonnais. Dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur l'avenir à court, moyen et long terme, puisque comme vous le savez, il y a forcément un impact terrible entre l'économie et le sportif. Et déjà, on va parler d'une chose très importante, c'est que l'Olympique Lyonnais sous Textor, c'était open bar. Ça appelait directement des journalistes, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a eu souvent, avant les passages NCG, pour rassurer, enfin, il y a eu plein de choses, on l'a aussi expliqué, c'était des jeux de communication qui n'ont en fait servi personne et surtout pas les intérêts de l'Olympique Lyonnais. Peut-être de son propriétaire, mais c'est tout. Sauf que là, avec Michael Kang, bah, c'est fini. Là, on n'est pas du tout dans cette logique, et je vais même vous dire, à l'intérieur du club, ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Donc là, c'est pour ça qu'on a l'impression que tout est coupé, mais ça a été volontaire. On a mis un cran de sûreté qui était plus que nécessaire, parce qu'auparavant, cette surcommunication, elle a fait le jeu d'une personne au détriment de son club. Pour rappel, l'OL doit donc apporter 100 millions directement. Ensuite, il y aura une garantie de 100 millions. En fait, pourquoi cette garantie? C'est pour notamment préfinancer les pertes à venir de cette saison 2025-2026, puisque l'OL s'engage à vendre pour 100 millions, donc jusqu'au 30 juin 2026. Donc il aura ce laps de temps pour réaliser ces ventes-là. Mais la DNCG a demandé, comme pour d'autres clubs, de préfinancer ça, en fait, d'avoir une garantie au cas où les ventes ne sont pas réalisées. Je tiens également à rappeler qu'il va falloir injecter 60 millions vis-à-vis de l'UEFA, je crois c'est pour mi-juillet, et ensuite ils ont jusqu'à mi-octobre ou fin octobre pour transformer ces 60 millions en capitaux propres. Donc ça, c'est encore une autre mesure, mais on va expliquer le plan parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, j'ai l'impression, et il y a eu énormément de jugements hâtifs. C'est-à-dire que Michael Kang a repris, mais je tiens déjà à rappeler, ok, Textor il n'est plus là. Ça reste Eagle le propriétaire. Qui est l'actionnaire majoritaire d'Eagle? Textor. Donc même s'il n'est plus président, même s'il n'est plus en charge de certaines opérations, puisque le nombre de mercato qu'il a parasité en faisant cavalier seul, c'était inimaginable, il reste toujours l'actionnaire majoritaire d'Eagle, qui est propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Donc l'OL est toujours sous Eagle. C'est pour ça que le problème n'est pas réglé pour l'Olympique Lyonnais. Vous allez voir même, je vais presque dire qu'il est insoluble, vu la passivité, la naïveté, la candeur des autres actionnaires d'Eagle et d'Ares depuis très longtemps. Et donc, je tiens à rappeler, donc Michael Kang récupère. Sauf que son projet, c'est l'OL féminin. Donc là, elle a remis au pot, parce que comme vous le savez, il n'y a pas de modèle économique probablement viable dans le football féminin. Donc vous avez, c'est au bon vouloir des actionnaires, donc elle a remis au pot, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi elle mettrait 100 millions? On a entendu, ouais, Michael Kang est tranquille, mais elle n'a pas vocation à le faire, c'est pas son projet. Alors elle arrive, ok, mais elle ne va pas signer des chèques en blanc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il faut trouver une logique économique. Et le problème, c'est que le club va très mal. Donc déjà, on va arrêter de dire, ah, parce qu'elle a de l'argent. Je tiens à rappeler, donc elle est milliardaire, je crois, on dit qu'elle a à peu près 1,2 de fortune. Vous doutez bien qu'elle va pas mettre quasiment 10% de sa fortune directement à perte dans un club qui, à la base, ne l'intéressait pas. Je ne vais pas me hasarder un pronostic. Ce que je peux vous dire à l'intérieur du club, c'est qu'au début, oh, tout va bien. Tout début, on m'a quand même sorti, non, mais on va être compétitif. Alors c'est vrai qu'elle a demandé, voilà, mec, il faut quand même qu'on y arrive, etc. et tout. Mais là, maintenant, non, c'est fini l'idée de Ligue des Champions et tout. On sait que ça va être très compliqué et que l'année prochaine, si tu fais 10e, t'es content. Alors maintenant, est-ce que la DNCG va dire oui? J'en sais strictement rien. Moi, je vous ai expliqué, sachant qu'ils voulaient aussi assurer une vente avant le passage des NCG, parce que justement, tu avais l'idée 40, à un moment donné, on disait 30, 35, 15. En gros, il manquait 5-10 millions déjà, minimum, voire un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient assurer une vente, mais surtout la question de la garantie. Au moment où on se parle, donc la veille du passage, c'est pas encore totalement réglé. À tout, notamment pour la garantie et tout. Néanmoins, personne dans les instances souhaite la descente de lui. Sauf que là, à un moment donné, il va falloir respecter certaines règles. Autre dernier point à noter, alors John Textor qui voue une rancœur tenace à Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims. Au tout début, Reims s'apprêtait vraiment à jouer en Ligue 2. Certains disent que maintenant, bon, ils se disent pourquoi pas la Ligue 1 et tout. Honnêtement, on ne va pas s'hasarder un pronostic. Ce qui est important, c'est de voir que l'OL a été fait est dans un état critique, mais qu'on a quand même des gens qui sont en train de travailler très dur pour justement sauver cela. Sauf qu'évidemment, de cette situation économique, on va faire le lien avec le sportif. Parce qu'on doit économiser. Donc on présente un budget
où on espère réduire de moitié la masse salariale. Alors dit comme ça, on se dit c'est possible. Non mais c'est très très dur à faire. Alors oui, tu as déjà des salaires importants qui sont partis, Lacazette, Cherki, Tagliafico aussi qui est parti en fin de contrat. Le club avait essayé de le retenir parce que c'est compliqué de trouver un latéral, on va dire, fiable à ce niveau. Le club veut se séparer notamment de Matic, qui est d'ailleurs en conflit avec Fonseca. Vertu, normalement, ça devrait être bon pour ce dernier. Tessman, évidemment aussi. Fofana, faut pas vous faire d'illusions. Alors c'est vrai qu'il y a un espèce de billard à trois, parce que Liverpool et le Bayern, donc avec Diaz, est-ce que Diaz va partir pour aller au Bayern, etc. Sachant que Fofana est aussi sur les radars de ces deux équipes-là. Au club, ils en espèrent plus de 40. Mais tout le monde connaît la situation financière de l'OL. Pourquoi les offres, elles ne sont pas précipitées sur les joueurs? Parce que tout le monde sait. Donc l'OL ne peut pas être non plus trop gourmand. Dans le même temps, il y a toutes ces questions des joueurs de Botafogo. Qu'est-ce qui va revenir à l'OL? Ça, c'est très compliqué à dire. Prenez par exemple Almada. Almada, pour le moment, l'OL ne peut pas enregistrer de nouveaux joueurs. Donc c'est pour ça qu'il était que prêté. Pour le moment, c'est pour ça qu'il est parvenu. Ses agents veulent l'envoyer à Benfica. Enfin bon. Tout ça, est-ce que l'OL va récupérer une partie? On en sait rien. Je rappelle qu'il faut vendre pour au moins 100 millions de ventes déjà pour l'année prochaine, tout en réduisant énormément la masse salariale. Donc évidemment, tout le monde en vend, Perry, etc. Ce qui inquiète, parce qu'en fait, on se dit, mais comment on va faire? Comment on va construire l'équipe? Parce que vu que tu as négligé ta formation pendant quelques années, ben là, tu n'as pas forcément les jeunes en nombre et en qualité tout de suite pour être prêts. Donc tu vas faire comment? C'est une vraie question aujourd'hui en termes de profondeur, notamment offensivement, parce que l'année dernière, Lyon a tenu par une attaque de feu. Là, il te reste Miko Tadze sûr. Fofana, tu sais que bon, tôt ou tard, c'est fini. Nuama, il est encore blessé. Et forcément, avec un effectif limité en quantité, ça fait aussi des heureux. Ceux qui ont envie de changer de statut, les jeunes. Donc, il y en a qui sont très motivés. Et on va dire maintenant, tu vas devoir travailler très intelligemment. Et c'est pareil pour les bureaux, parce que croyez-moi, les plans sociaux, ils vont encore en avoir d'autres. On va rogner quasiment sur tous les coups. Parce que l'OL, je crois que c'est 160 millions quasiment perdu cette année. Enfin, ce sont des chiffres absolument grotesques et terribles. Donc tu ne pouvais pas continuer comme ça. Encore une fois, on va le rappeler, la DNCG, déjà l'année dernière, aurait dû siffler la fin de la récréation. Elle ne l'a pas fait et donc elle n'avait pas pris ses responsabilités comme elle aurait dû le faire. Donc là, elle a perdu un an dans des conditions absolument apocalyptiques. Là, arrête, je tiens à rappeler que M. Malone, qui ramène, le gars, il est spécialiste des liquidations et tout ça. Donc attendez-vous à une cure d'austérité terrible. Pour cette année, mais au club, on te le dit, le pire, ce sera encore l'année d'après. Parce que tu vas être encore plus dépeuplé et tout. Donc là, c'est des périodes de vache maigre qui arrivent. Quoi que la DNCG dise, Ligue 1, Ligue 2, ce sera très difficile. Donc le club commence à le comprendre, parce que je vous le dis, en interne, on te dit, non, là maintenant ils l'ont compris, que ça va être très compliqué. Et donc c'est aussi à Mathieu Louis-Jean, parce que là on va parler aussi un peu de recrutement, est-ce que l'OL sera autorisé à recruter, à enregistrer de nouveaux joueurs? Dans tous les cas, si jamais ils le sont, il va falloir être très malin. Et Mathieu Louis-Jean, j'ai envie de dire quelque part, on va le juger maintenant. Parce qu'en fait, avec Textor, c'était très dur de travailler, parce que Textor t'impose des joueurs, tu n'étais pas au courant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quelqu'un quand même qui travaille. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner à ce niveau-là, sachant que la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais ces dernières années, elle a aussi fait des choix quand même bizarres. Orban, c'était l'unanimité de toute la cellule de recrutement. Ça montre qu'il ne travaille absolument pas les dossiers, notamment vis-à-vis de l'identité réelle de certains joueurs. Et Fofana, pour le coup, la cellule n'était pas non plus... C'était David Friot qui avait insufflé maintenant, qui n'est plus là. Enfin bon, Mathieu Louis-Jean, on sait que c'est aussi quelqu'un qui bosse, et il va devoir, parce que quand tu n'as pas trop de moyens, tu dois avoir plus d'idées. Donc quelque part, c'est bien. Néanmoins, et on va le répéter, ce qui se passe, parce qu'il y a aussi tous les éléments d'ombre et d'autres questions. L'une des premières questions, qui va-t-il se passer à Molenbeek? Je sais que le club a changé de nom en Belgique, mais bon, rappel, l'OL et tout, qu'est-ce qui va se passer? C'est aussi une question sous-jacente qui est réelle aujourd'hui. Avec le partenariat, est-ce que le club ne va pas dans le mur aussi en Belgique? Attention. Deuxième point, les nuisances. Parce qu'au club, on commence à dire oui, mais les réseaux OLAS influent, etc. Alors, on va arrêter. OLAS à la Fédération française de football, avec Philippe Diallo, oui, il est vice-président, il a de l'influence que vous voulez, mais déjà, il y a des bisbilles au sein de la fédération. Les derniers COMEX ont été très tendus. Il n'y a pas une harmonie réelle actuellement au comité exécutif de la Fédération française de football. Que Olas a encore fait son numéro un petit peu dans les médias et tout ça, et qu'il rêve de revenir, c'est une réalité. On le dit depuis très longtemps. Maintenant, de voir la main d'Olas derrière ça, non. Par contre, en effet, les réseaux agissent, etc. Aussi au niveau politique, il y a d'autres personnes. Puis il y a tous les courtisans aussi. Ceux qui ont envie de revenir à l'Olympique Lyonnais maintenant pour encore gratter ce qu'ils peuvent sur le peu de chair qui reste autour des ossements du club. Quoi qu'il arrive, on a l'impression que l'Olympique Lyonnais sera toujours soumis à ces ingérences, supposées ou non, parce que la théorie du complot, elle a bon dos, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'elle s'arrête. Évidemment, à cette politisation de plus en plus grandissante, marquée évidemment par les côtés très permissifs de la DNCG et on va dire cette désunion aussi à la Fédération française de football. Néanmoins, il faut toujours rester confiant et je tiens à en profiter pour tous ceux qui s'intéressent justement à ces doubles jeux et tout cela, que l'industrie du foot 3, j'en reparle parce que vu que j'ai aucune médiatisation, autant en parler, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, est sorti donc lundi, je ne l'ai pas encore sur moi, mais voilà, il est aussi disponible en pack avec l'industrie du foot 1, 2 en coffret spéciaux, avec tous mes livres quasiment sortis, notamment Beautiful Game, mon petit chouchou, sur les JO
également autour du Yémen. J'ai mis les liens en description en commentaire. Et pourquoi je vous parle de ça pour terminer? C'est qu'il y a beaucoup de fédérations, beaucoup de DNCG. Et en fait, l'OL, aujourd'hui, c'est l'épicentre de ce qu'on a vu. Ça permet de symboliser les problèmes du football français de gouvernance, ce souci, ce deux poids, deux mesures et tout cela. Mais les autres, on en fait quoi? On en fait quoi de Niort? On en fait quoi de Libourne et de tous ces clubs-là? Et on se rend compte que le souci, il est bien plus grand que ça. Et puis pour tous ceux qui aiment le Jean-Michel Aulas Olympique Lyonnais, il y a aussi le Jean-Michel Aulas des instances. Et croyez-moi, en termes de double jeu, je terminerai là-dessus, parce qu'à l'OL, on a l'impression que c'est toujours ça. Lorsqu'il y avait ce fameux audit vis-à-vis de la Fédé Noël Le Graët, on avait d'un côté un Aulas qui assurait son plein soutien à Noël Le Graët et qui, dans le même temps, après l'avoir au téléphone, appelait la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Et ça, vous voyez, c'est une espèce de double jeu permanent. Je trouve que malheureusement, c'est aussi ce qui caractérise l'OL actuellement. Donc évidemment, bonne chance aux Rodaniens pour demain, mais gardons confiance et keep the faith.